Salut à tous. Dans cette vidéo un peu particulière, en marge de mon podcast habituel, je vais vous parler de 5 livres qui peuvent potentiellement vous faire disjoncter le cerveau. Mais contrairement à l'écrasante majorité des autres vidéos YouTube du style, je vais pas vous mentir en vous disant que vous allez hurler de terreur, grimper au rideau, vous cacher sous votre couette. Ici, vous trouverez aucun Stephen King ou je sais pas quelle histoire de vampire loup-garou à la con. En revanche, tous les livres dont je vais vous parler, en plus d'être bien écrits, ils ont, je pèse mes mots, la faculté réelle de vous retourner le cerveau. Avant d'entamer leur lecture, vous devez être bien conscient du fait que, contrairement à des livres qui font peur, mais que vous oublierez vite, après avoir fait, au pire, 1 ou 2 cauchemars, les livres dont je vais vous parler maintenant peuvent vous faire plus de mal que de bien. Pour de vrai. Je me propose donc de vous guider en vous les présentant, brièvement, sans spoil, sans danger pour vous, en y allant crescendo dans la folie, pour être sûr que vous résistez bien aux radiations, aux particules de folie émises par ces œuvres. Et si vous vous sentez, alors vous pourrez dès demain vous rendre chez votre libraire pour mettre le grappin dessus, descendre dans l'abysse vous aussi, prendre le risque, entamer leur lecture, tourner la page. Prêt ? Non, vous l'êtes pas. Mais c'est malheureusement trop tard. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Spoutnik. Point important. Le nom, point important. Le papier, c'est une pierre tombale. 6 jours d'auteur. Numéro 5. Le Roi en jaune, écrit par Robert W. Chambers et publié en 1895. Le premier livre de ma liste n'est pas un roman, mais un recueil de nouvelles. Toutes les histoires que vous allez y lire tournent plus ou moins autour du thème de la folie, de l'aliénation, et ont la particularité de s'architecturer autour d'une mythologie commune, celle du Roi en jaune. Pensez un peu au Cthulhu de Lovecraft et vous avez l'idée. Un mythe obscur créé de toutes pièces par l'auteur et dont il nous révélerait certains détails par petites touches, de très brefs aperçus qu'il disséminerait au fil des histoires et dont il nous appartiendrait de reconstituer le puzzle. Dans le cas du Roi en jaune, il ne s'agit pas comme chez Lovecraft d'un bestiaire de créatures antédiluviennes jaillies du fond des océans ou d'autres plans dimensionnels, mais d'un bouquin. Le Roi en jaune est en effet le titre d'une pièce de théâtre fictive, sinistre, maudite, dont les rares extraits qui nous sont proposés au fil du recueil de nouvelles n'est pas sans rappeler l'atmosphère macabre du Masque de la Mort Rouge par Edgar Allan Poe. Et cette pièce, elle a la réputation de rendre fou ceux qui la lisent. Pourquoi ? À cause de l'un des personnages qu'elle met en scène, un personnage obscur, assez mal défini, mais dont on pressent qu'il possède une aura maléfique et de grands pouvoirs. Le Roi en jaune. Et cette entité va donc projeter son ombre sur les différentes histoires qui nous sont proposées. Certains personnages vont en effet parvenir à mettre la main sur l'ouvrage maudit et, au fil de leur lecture, basculer peu à peu dans la folie. Que ce soit un complotiste vivant à New York et persuadé d'être l'héritier d'un empire déchu, à un artiste obnubilé par son œuvre et son modèle, à un type qui se croit poursuivi par un être monstrueux, et j'en passe. La grande force de ce recueil, c'est la manière dont l'auteur parvient à nous décrire cette folie rampante qui s'immisce peu à peu dans ses personnages et les ronge de l'intérieur. Je ne vous en dis volontairement pas beaucoup plus, afin de ne rien vous gâcher de la découverte, mais sachez que Lovecraft lui-même, qui était un contemporain de Chambers, fut si impressionné par le recueil qu'il insérera des références au Roi en jaune dans ses propres écrits. Pour info, sachez aussi que la très célèbre saison 1 de True Detective a intégré à son histoire des éléments mythologiques du Roi en jaune, dont on entend parler à plusieurs reprises dans la série sous la forme d'allusions. Pour les gens que ça intéresse, j'avais d'ailleurs réalisé à l'époque une vidéo d'analyse comparée de la série et du bouquin que vous pouvez trouver ici. Numéro 4. Nous avons toujours vécu au château, de Shirley Jackson, paru en 1962. Ce livre raconte l'histoire de 2 sœurs, Marie-Catherine et Constance Blackwood, vivant avec leur vieil oncle handicapé dans une vaste maison proche d'un petit village perdu au fin fond de la Nouvelle-Angleterre. Marie-Catherine, ou Mary Cat pour les intimes, est une jeune femme de 18 ans au comportement enfantin, puéril, excentrique et pour le moins étrange. Constance, quant à elle, l'aînée de 30 ans, consacre l'essentiel de ses journées à s'occuper du vieil oncle qui, lui, noircit des feuilles du matin au soir pour raconter ses mémoires. Le trio n'a presque aucune interaction avec le monde extérieur, et c'est Mary Cat qui se charge à contre-cœur des courses. Constance et le vieil oncle n'ont pas quitté la maison depuis 6 ans,
En fait, depuis la mort du reste des membres de la famille, empoisonnés dans des circonstances étranges au cours d'un repas de famille. Un mystère que les villageois, qui se méfient comme de la peste de ce trio de reclus, cloîtrés dans leur étrange maison, cherchent encore à tirer au clair. Mais je vous en dis pas plus. Je pense que vous entrevoyez déjà le genre d'ambiance sinistre qui plane sur le récit. Précisons que l'un des moteurs principaux de cette étrangeté provient du fait que l'histoire est entièrement racontée du point de vue de la jeune Mary Cat, dont les pensées et la vision du monde ne cessent de nous interpeller. Mary Cat, en effet, ne supporte personne en dehors des survivants de sa famille, déteste le bruit et aime parfois enterrer de petits objets dans son jardin. Mary Cat, je vous l'ai dit, a 18 ans, mais se comporte comme une gamine de 6, ce qui a un côté très, très dérangeant. Ce livre est une plongée au cœur des névroses humaines, et le sentiment de terreur qui en émane découle de cette inquiétante narratrice. Mary Cat n'est pas fiable, et même plutôt starbée, ce qui distille un sentiment croissant d'angoisse claustrophobique dû au fait que l'on se sent enchaîné à la folie douce qui l'habite, et que l'on se met très vite à questionner la véracité du moindre truc qu'elle nous raconte, ou du moins à se demander s'il ne s'agit pas d'une version déformée par ses névroses. De par son ton général, ce livre baigne dans une atmosphère candide, presque enfantine, mais qui dissimule bien sûr une grande part d'ombre, sorte de comptine macabre qui se diffuse en nous comme du venin. Numéro 3. Starfish de Peter Watts, paru en 1999. Starfish est un roman de science-fiction qui se déroule non pas dans les étoiles, mais sous l'eau. L'action prend ici place dans une station sous-marine à la jonction entre deux plaques tectoniques dont les frictions permettent de produire de l'énergie. Et cette station, propriété d'une multinationale assez obscure, est occupée par une petite équipe chargée de sa maintenance. Mais il ne s'agit pas d'une équipe lambda, puisque ses membres sont des humains modifiés, ayant subi des mutations génétiques leur permettant d'y voir à peu près clair dans ces profondeurs abyssales, mais aussi et surtout d'y respirer. Ils sont en effet capables de survivre à leur sortie de la station. Et c'est de ce concept très simple que va découler une bonne partie du malaise suffocant qui irradie le livre. Car ce récit est une invitation à se perdre dans le néant des fonds marins, aussi vastes qu'invisibles, certes peuplés de créatures qui rôdent autour de la station, dissimulées par l'obscurité des profondeurs, mais dont la menace n'est peut-être rien en comparaison de l'élément humain. Car ce bouquin est aussi une invitation à se perdre dans les méandres de l'âme. Au fur et à mesure, on va nous aussi subir cette ivresse des profondeurs ressentie par les membres de la station. Cet appel de l'abysse, de la solitude infinie, du manque de stimuli sensoriels qui, lorsqu'il plonge, va en séduire certains. Mais je vous en dis pas plus. Ah si, attendez. Je vais quand même vous préciser une dernière chose. Comme si ça ne suffisait pas, vous vous doutez bien que les membres de cette équipe n'ont pas été choisis au hasard, car pour surnager psychologiquement dans cette atmosphère oppressante, ce huis clos sous-marin, la multinationale a bien sûr pris soin de ne sélectionner que des personnes susceptibles d'encaisser au mieux les rudes épreuves qui les attendent. En l'occurrence, des désaxés, des criminels, certains de la pire sorte. Mais je veux dire, vraiment de la pire sorte. Si je vous dis qu'il y a par exemple un pédophile dans l'eau, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi ce livre a une atmosphère aussi malsaine. Pour finir, sachez que le récit fonctionne d'autant mieux que l'auteur est biologiste de formation. Notre sentiment d'horreur est donc accentué par la crédibilité scientifique qui s'en dégage. Numéro 2. Ubik de Philippe K. Dick, publié en 1969. Ubik est sans aucun doute l'une des œuvres qui m'a le plus traumatisé. Le problème, c'est que c'est assez difficile d'en parler et de vous faire comprendre ce qui peut générer un tel sentiment de malaise sans vous spoiler des éléments clés de l'histoire. Je me contenterai donc de vous l'exposer de manière succincte. Dans Ubik, des multinationales règnent sur le monde et se font la guerre par précogs interposés. Les précogs sont des êtres disposant de pouvoirs psychiques, leur permettant de voir l'avenir, lire dans les pensées. Des dons qui sont mis à profit par les puissantes corporations qui les emploient afin de prendre l'ascendant sur leurs rivales. Il est aussi possible, grâce au progrès de la technologie, de maintenir dans un état de demi-vie, et pour des sommes d'argent très importantes, des personnes mortes, et d'avoir avec elles ainsi de véritables conversations, même si elles se font de moins en moins précises, de plus en plus floues et estompées au fur et à mesure que cet état de demi-vie se dissipe, un peu comme une batterie de secours qui se viderait peu à peu et qu'il serait impossible de recharger. Et c'est justement ce que fait avec son épouse morte l'un des protagonistes de l'histoire, Glenn Rinciter, qui l'interroge régulièrement sur la bonne marche à suivre pour l'avenir de son entreprise.
Une société qui offre les services de lutte contre ces fameux précogs par le biais de neutraliseurs. Les neutraliseurs, c'est des personnes ayant la capacité de, justement, neutraliser ces pouvoirs psychiques, ce qui peut être très utile pour les entreprises afin de lutter, par exemple, contre l'espionnage industriel. L'histoire débute alors que Rinciter vient de décrocher un gros contrat, celui de sécuriser une base lunaire en vue d'une éventuelle attaque psychique. Il met donc sur pied un groupe de ses meilleurs neutraliseurs, mais en débarquant sur place, rien ne se déroule comme prévu. La délégation tombe dans un guet-apens et à partir de là, malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler. Mais disons que l'on va suivre la fuite des survivants qui vont tenter de comprendre ce qui est arrivé et aussi ce qui leur arrive, dans un monde qui leur paraît de plus en plus étrange et inconnu. Donc là, vous devez vous dire « Attends, mais je vois pas ce qu'il y a de si terrible dans ton bouquin ». Eh bien, sachez juste que sa lecture infusera en vous un sentiment progressif d'horreur existentielle. Pourquoi ? Parce que vous allez suivre les trajectoires de personnages dont la réalité se décompose, dont les certitudes se dissolvent au fur et à mesure que des événements se télescopent à une allure hypnotisante sans qu'ils n'y puissent rien faire. Ubik est un livre fascinant, terrifiant, parce qu'il nous place du point de vue de personnes qui, petit à petit, perdent pied avec leur environnement et leur réalité. Pour vous mettre en appétit, sans rien vous révéler, sachez que Ubik, écrit en latin UBIQE, signifie partout, et qu'il s'agit dans le bouquin d'un produit miracle aux usages multiples, mais dont on ignore finalement à quoi il sert de manière concrète. Le livre nous bombarde de messages publicitaires sur le fameux Ubik, achevant de nous immerger dans cette confusion totale qui ébranle notre déambulation dans le livre, celle d'être happé dans un univers évanescent, en perpétuelle évolution, comme un médicament en train de se dissoudre dans un verre d'eau. À ceci près que dans Ubik, mauvaise nouvelle, c'est votre esprit qui joue le rôle du cachet. Numéro 1. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, paru en 2000. J'ai gardé le meilleur, ou le pire, selon le point de vue, pour la fin. Terminons avec une œuvre qui va vous retourner le cerveau dans tous les sens du terme. Ce livre est simplement l'un des rares, et je pèse bien mes mots, que je ne recommanderais pas à certaines personnes, en particulier les plus fragiles psychologiquement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un labyrinthe, un piège dans lequel il faudra accepter de vous perdre pour en voir le bout. Le bouquin est difficile à résumer car il s'agit d'une œuvre composite imbriquant plusieurs histoires et narrateurs les uns à l'intérieur des autres. Ça commence avec Johnny Errant. Johnny est un jeune homme vivant à Los Angeles, un oiseau de nuit, un marginal qui, un soir, en allant rôder dans l'appartement d'un vieil aveugle qui vient tout juste de décéder, découvre un manuscrit. Il s'agit d'une analyse extrêmement détaillée d'un mystérieux film amateur appelé le Navidson Record. Navidson, du nom de celui qui l'a réalisé, Will Navidson. Celui-ci y documente l'arrivée de sa famille dans une nouvelle maison perdue au fin fond des États-Unis. Sauf que très vite, ils vont s'apercevoir que les lieux ont quelque chose d'étrange. La bâtisse semble plus grande à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur. De mystérieux phénomènes acoustiques s'y produisent. Puis des petits espaces vont commencer à apparaître, et enfin, une porte va se matérialiser dans leur salon. Derrière, un labyrinthe glacial, obscur, dont l'agencement paraît changer à chaque nouvelle incursion, et surtout s'étendre à l'infini. Un dédale que Will Navidson, entouré d'une équipe de proches, va se mettre en tête d'explorer tout en filmant leur progression à l'aide de caméras. Le tout compilé, je vous le disais, dans ce fameux documentaire amateur, le Navidson Record. Je vous en révèle pas plus, mais sachez, avant de vous aventurer à l'intérieur de ce livre dédalesque, d'une folle complexité, qu'il pourra vous faire perdre la tête, en même temps qu'à chaque page, votre obsession pour cette mystérieuse maison et le vertige existentiel qui s'en dégage vous ébranlera un peu plus. Au fil des successions de points de vue, des notes de bas de page qui viendront ponctuer le récit, des mensonges ou incohérences des différents narrateurs, un peu comme une affaire qu'il vous appartiendrait de reconstituer petit à petit. Principalement connu pour sa mise en page démentielle et abyssale, ses excentricités typographiques, La Maison des Feuilles est un livre très polarisant. Chef-d'œuvre pour certains, esbrouffe littéraire pour d'autres, ce livre m'a personnellement fasciné. En fait, je ne crois pas avoir jamais été aussi secoué et en même temps béat d'admiration face à l'inventivité et la complexité de cette œuvre monolithique, remplie de messages cachés et de cul-de-sac. Pour les gens qui aimeraient en savoir davantage, sachez d'ailleurs que j'ai consacré à ce livre un podcast intégral de 30 minutes que vous pouvez trouver en lien ci-dessus. S'il y en avait vraiment un dans la liste dont je vous dirais de vous méfier, c'est celui-ci.
Si vous êtes comme moi, une personne à tendance un peu obsessionnelle, ce livre peut vous cramer quelques fusibles. Cet objet est une épreuve qu'il vous appartient ou non d'accepter. Mais si vous pénétrez à l'intérieur de cette maison des feuilles, je peux vous assurer d'une chose. Vous n'en sortirez pas indemne. Bon voilà, j'espère que vous avez tenu le coup. Pour ma part, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, etc., etc., etc. Ciao.